La loi 101 au cégep. Donc, vraiment que ça se passe en français. Ça fait réagir Nick Payne. Je sais qu'on a eu des commentaires aussi de la part des auditeurs. Cybèle Olivier. Oui, alors, quelqu'un nous dit « Aux études supérieures, comme au cégep, la maîtrise de l'anglais est essentielle pour ne pas être handicapé. » Quelqu'un d'autre nous dit « Il y a 2 langues officielles au Canada. Même si le Québec a reconnu le français comme langue officielle, l'anglais demeure reconnu aussi. » Puis une autre personne nous donne un exemple. C'est Mario de Mirabel. Il dit « Aujourd'hui, j'ai été à un garage à Blainville, 30 km de Montréal. Pour information, la première personne à qui j'ai parlé parlait seulement espagnol. Elle m'a référé à une autre personne qui parlait un peu anglais. Et ensuite, j'ai été à l'accueil et là, on m'a parlé en français. » C'est particulier comme cas. Je ne sais pas si c'est... je pense pas que ce soit régulier, mais tout de même, ça montre qu'il y a vraiment... Mais oui, c'est ça que les différentes langues qui sont autour de Montréal et à l'intérieur de l'île font en sorte qu'on est obligé parfois d'être confronté à des gens qui ne parlent pas français. Oui, ça arrive, mais c'est vrai que... Puis je pense que ça nous est tous arrivé, là, c'est ça, t'arrives quelque part, quelqu'un te parle en anglais, par exemple. Est-ce que finalement, tu décides de répondre puis de continuer en français? Ça, c'est une question qu'on peut se dire. Il dire oui, à un moment donné, peut-être que c'est un peu malaisant, puis c'est pas qu'on veut blesser des gens ou quoi que ce soit, mais il faut aussi montrer à un moment donné qu'on parle en français. Tu sais, moi, ça m'arrive dans un commerce là, où je vais de temps en temps, puis le premier réflexe, puis tu sais, la première année, tu dis, OK, mettons, la personne, elle parle pas français, je comprends. Mais là, tu retournes, puis c'est toujours ça. Donc, non, à un moment donné, il y a un refus, là. Je parle en français, puis moi, ça fonctionne. Je vivre dans un monde où j'aurais pas besoin de faire ça. Je rêve de vivre dans un monde où parler ma langue là, au quotidien et pas un geste militant ou un geste politique. Mais c'est ça. Puis après, tu as l'air... Tu sais, il y en a qui vont dire, ben voyons, calmez-vous. Calmez-vous, mais de fait, à la répétition, à un moment donné, écoute, moi, je mets ces jours-ci, on fait le ménage, là, puis je débarrasse des trucs sur Marketplace. On vit à Montréal. 90% des demandes que je reçois sont en anglais. Mon annonce est en français. Je suis un des rares maintenant qui fait une annonce en français là-dessus. Mais ça, c'est parce qu'eux, ils ont le Facebook en anglais, puis ce qu'on leur propose, c'est « Mais Hi, is après, this available? » on continue de jaser, puis ça continue en anglais quand même. Mais toi, tu leur réponds en français? J'essaye, c'est ça. Je suis l'espèce de mononcle 101 comme Antoine Robitaille. Mais je vends moins à cause de ça. J'en perds plusieurs, mais c'est ça. Je milite pour ma propre langue dans mon propre pays. Milite sur Marketplace. Mais tu sais, c'est quoi de se dire qu'on est obligé de se rappeler pour certains là, que, je veux dire, oui, on parlait des langues officielles, tout ça au Canada, mais je veux dire, le Québec, la langue officielle, c'est le français. Il n'y en a pas 28. La langue officielle, c'est le français. Mais il y a quand même un éléphant dans la pièce qui est le premier commentaire qu'a lu Cybèle. Sur l'éducation. C'est important, ce commentaire-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont cette vision-là des choses, qui, parmi ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, sont très nombreux. C'est légitime. Ça, je l'entends. Puis moi, je ne veux pas leur faire la morale. Donc, on peut peut-être juste le répéter pour ceux qui sont plus trop certains. C'est quelqu'un qui dit aux études supérieures, comme au cégep, la maîtrise de l'anglais est essentielle pour ne pas être handicapé. Bon, il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est toujours un peu vrai, mais c'est un petit peu surfait en même temps comme position. C'est-à-dire que non, tu ne seras pas handicapé si tu parles bien ta propre langue. Le français, tu vas être capable ensuite d'en assimiler d'autres plus facilement. Les Italiens ou les Français ou les Espagnols sont corrects, là, puis ils étudient dans leur langue, même à l'université, là, ça va aussi. T'sais. Donc, il faut tempérer ça un peu. Il faut dire une chose aussi, c'est que l'assimilation, là, parce que c'est ça qu'on craint au Québec, c'est ce qu'on pense qui va arriver si on n'essaie pas de défendre notre carré linguistique. C'est un choix, ça se fait pas dans la douleur, c'est un choix volontaire chez l'individu qui, à un moment donné, croit que son intérêt, c'est d'apprendre la langue dominante ou celle qui, pense-t-il, va l'amener vers la prospérité puis ne pas être handicapé, comme dit cet auditeur-là. Et donc, il passe, dans ce cas-ci, à l'anglais. Donc, il faut qu'on soit conscient, chacun de nous, dans nos choix individuels, qu'on peut participer à un phénomène d'assimilation. Puis c'est triste parce que une langue distincte avec une culture qui vient avec, c'est une richesse là, pour un peuple. C'est pas vrai que c'est un handicap. Puis je termine là-dessus. Au Québec, on baigne véritablement dans l'anglais. Aujourd'hui, c'est difficile de ne pas apprendre l'anglais là, avec tous les canaux de communication par lesquels nous vient cette langue-là. Alors, tu peux très bien aller jusqu'au cégep en français, apprendre ta langue à toi comme du monde, puis ensuite, peut-être, si tu y tiens absolument au palier supérieur, tu te paieras des études en anglais. Quand tu fais tes études à l'université, c'est une chose. T'sais, moi, j'ai pas de problème. Tu arrives, c'est ça, tu as 18-19 ans, tu arrives à l'université, tu es majeur, tu veux
payé pour ta formation, ça sort de tes poches, ben tu veux le faire en anglais, à la limite, ça t'appartient. Mais au cégep, si on parle de tous ces cégeps publics, collectivement, on finance ça. Donc, il y a vraiment cette réflexion. Est-ce que collectivement, on finance notre propre assimilation? On paye pour s'assimiler. À l'anglais. Oui, comme des, il y a comme une champions. Quelque part. C'est ce qu'on fait objectivement, puis moi, je crois. Parce que c'est pas l'ouzbek, là, c'est l'anglais. Non, c'est ça. C'est la langue qui se trouve à être celle qui nous assimile depuis plusieurs générations. On recule. Oui, puis dans le cégep, tu peux avoir des cours aussi intensifs d'anglais que tu vas faire. Là, il y a des choses que tu peux faire. Il y a des programmes qui existent aussi, même à l'université. Après, tu peux aller étudier à l'étranger. On parlait mettons, même tu vas étudier en français dans une université francophone. Tu peux aller étudier pendant 1 an. Tu vas payer les frais de scolarité québécois. Mais donc, il y a des programmes d'échange. Moi, je l'avais fait pour la France. J'étais partie étudier 1 an à Paris. Il y a quelques années de ça, mais tu peux décider d'aller étudier 1 an aux États-Unis, 1 an à Londres, 1 an au Canada anglais, si vraiment c'est quelque chose qui t'interpelle. Bref, à l'étranger. C'est possible. Ben, oui. C'est ça, c'est possible. Donc, il y a quand même... C'est ça. Et puis, j'entends les parents, et je le comprends, j'entends cette préoccupation-là. Je pense qu'elle est complètement légitime. On veut le meilleur pour nos enfants. Est-ce que je peux juste vous renchérir dans la discussion? Parce que ça vient avec le côté handicap. Il y a une autre personne qui écrit en disant « L'anglais appris au secondaire et cégep est loin d'être adéquat pour se débrouiller dans la vie. J'ai aucun problème avec mon anglais, mais chaque fois que je peux le pratiquer, je saute sur l'occasion. Et si je tombe sur un service, par exemple, si je tombe sur un service en anglais. Donc, c'est de se dire, est-ce qu'alors on devrait renforcer notre éducation plus tôt pour pas avoir l'impression qu'il y a une lacune quand on vieillit au niveau de la langue? Ouais, moi, je vais pas là. Je pense qu'on apprend bien suffisamment l'anglais pour être capable de se débrouiller ensuite plus tard, sans aller à l'école en anglais là, au Québec. Mais après... puis plus on fait ça, en fait, plus on contribue à se sentir en espèce d'insécurité linguistique, parce que ça veut dire, tu sais, finalement, on propage cette idée que même vivre au Québec, il faut le faire en anglais. Tu sais, si à un moment donné, collectivement, on savait que non, on va dans un commerce, ça se passe en français, on serait pas dans cette espèce d'insécurité permanente. Qu'on est à peu près là, dans les 3 ou 4 peuples les plus bilingues de la planète et les plus trilingues aussi. Hein? Donc, on n'a pas, je pense pas qu'on a s'auto-faire la leçon là-dessus. Rassurez-vous, là, c'est possible de bien fonctionner puis de prospérer puis d'avoir une belle vie remplie, épanouie en parlant d'abord sa propre langue, c'est-à-dire le français, comme il faut. Puis après, en apprenant l'anglais aussi. Mais moi, je suis pas contre le fait de renforcer justement l'apprentissage des langues dans des écoles. Tu peux avoir même le français, l'espagnol, l'italien, peu importe. Ça va prendre le cantonais, là, aussi. Oui, c'est ça. Ça se fait. Là, d'ailleurs, en Europe, dans beaucoup de pays, tu as des pays, par exemple, tu vas aller en Suède, ben, oui, là, ils parlent le suédois, puis c'est la langue officielle, mais ils apprennent aussi l'anglais beaucoup parce que tu as des langues, genre, où est-ce qu'on parle le suédois? Nous, on a la chance, au Québec, on parle français. La francophonie, tu as quand même des millions d'interlocuteurs qui parlent en français à travers le monde. Tu as des endroits, des petits pays dans le monde, ils ont une langue et on ne parle pas cette langue-là ailleurs. Puis ça, on oublie ça. C'est comme si on se sent, oui, mais on est un petit peu fermé ou je sais pas quoi, fermé. Pas du tout. Là, à un moment donné, oui, mais ça, c'est entre autres à cause du marché de l'emploi, j'imagine, parce que oui, OK, on parle français ailleurs dans le monde, mais c'est pas nécessairement... Tu sais, je pense à l'Afrique du Nord, par exemple, ailleurs qu'en France. Est-ce qu'il y a bien des gens qui veulent aller faire carrière dans ces pays-là? Non. Alors, ils sont peut-être pas encouragés à se dire, OK, oui, la francophonie, je vais pouvoir parler partout français. Alors que l'anglais, ça revient toujours en disant, je vais pouvoir parler anglais. Oui, mais évidemment, c'est un outil mais là, c'est comme si on disait qu'on veut pas apprendre. C'est pas ça du tout qu'on dit. Au contraire, moi, je dis, tu sais, même au secondaire, tu sais, il y a des techniques maintenant pour apprendre mieux l'anglais, pour maîtriser. Tu sais, une langue comme outil, c'est une chose. Une langue qui anglicise ta nation, c'est autre chose. Tout à fait. Tu sais, fait qu'à Mani, on peut... À tes frais. Oui. Tu sais, c'est institutionnellement. Tu sais, on peut-tu juste s'assumer, dire que non, regarde, au Québec, c'est en français que ça se passe, mais peut-être que oui, si on a des lacunes sur l'apprentissage d'une première, puis d'une deuxième, puis d'une troisième langue, ben tu sais, ça existe, là, des cours intensifs français, espagnol, ou tu sais, français, deuxième langue. De le mettre au même niveau tu mets ça de façon, j'allais dire,
pédagogique, que oui, c'est un outil, mais ensuite, ta nation, elle ne change pas de langue parce que là, soudainement, il faut qu'on parle tel... Tu sais, il y a quelque chose pour moi... sais-tu pourquoi? Entre l'outil puis cette identité-là aussi du peuple québécois. On est en train de parler de la distinction entre les choix individuels et les choix collectifs aussi. Mais le Québec, la nation québécoise, le peuple qui vit ici, là, est un peuple politiquement et démographiquement en situation d'infériorité. Hein? On est dominé et dans l'esprit du dominé, sa propre culture et sa propre langue sont souvent un peu déconsidérées et la langue et la culture du dominant sont souvent surconsidérées. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'anglais, là, écoute, là, ça parle anglais jusqu'à la planète Mars. Quiconque voyage le moindrement en dehors des sentiers battus sait que l'anglais n'a pas autant de rayonnement que ça. Là. Si tu sors vraiment du circuit, dans la plupart des pays qu'on peut visiter, ça ne parle pas anglais tant que ça. Je veux dire, ça le parle quand c'est nécessaire. Du commerce international, tu fais de la diplomatie, tu fais, évidemment, tu fais des échanges avec l'étranger, tu en as besoin, mais tu sais, ta langue de travail usuelle dans ton bureau, c'est-à-dire, oui, tu peux le maîtriser, évidemment, si tu as des logiciels à apprendre, tu vas savoir comment l'utiliser. C'est un logiciel qui est en anglais, en informatique, tu sais, tu as quand même en médecine, les gens vont apprendre, tu sais, tu vas même étudier en français, en sciences, en médecine ou tout ça. À un moment donné, oui, tu vas lire des publications en anglais. C'est pas parce que tu n'étudies pas, même tu vas aller en journalisme, tu vas étudier ton programme en français, mais j'espère que tu vas aussi aller voir des publications, puis tu vas aller lire la presse américaine, tu vas écouter la télé américaine, tu sais, à un moment donné, c'est comme... Il y a cet accès-là aussi, puis tu apprends dans ton univers, dans ton secteur d'activité. Oui, tu vas apprendre l'anglais en lien aussi avec ton domaine de profession, mais si, je sais pas, là, tu travailles comme tu es en coiffure ou tout ça, oui, tu vas apprendre l'anglais de service à la clientèle, mais je veux dire, tu n'es pas obligé de maîtriser le langage anglophone des sciences qu'aurait besoin un ingénieur qui a un lexique en anglais pour son domaine. Il y a ça aussi qu'il faut distinguer. Je l'ai déjà fait, mais j'insiste sur un élément important. Il est documenté... Ton doctorat en ingénierie, c'est ça que tu voulais dire? Non. Que si tu maîtrises ta langue maternelle mieux, tu apprends beaucoup plus facilement les autres langues et tu les parles mieux par la suite. Regarde nos grands hommes politiques qui brillaient par leur maîtrise de l'anglais. Jacques Parizeau, par exemple. C'est pas du monde qui est allé au collégial en anglais, ça. Il est allé après, à la London School of Economics, à Londres. Plus tard. Voilà. Puis il est revenu de là avec son accent british, puis tout le monde trouvait ça bien formidable. Mais alors, il faut pas suramplifier l'importance de l'anglais. C'est important, c'est utile, surtout. Ben oui, je pense que c'est incontournable quand même. Oui. Mais il faut remettre la pyramide des valeurs à l'endroit. C'est très utile et très important de maîtriser ta propre langue et ta propre culture, puis de l'aimer. C'est le français. On parle pas ouzbek ou arménien, avec tout le respect que j'ai pour l'Arménie. On parle une langue internationale extrêmement prestigieuse. Là. Jouissons-en, profitons-en. Complètement. Puis il y avait un autre sujet dont tu voulais me parler. Je te laisse aller parce qu'il y a plein de sujets là, aujourd'hui. Écoute, il y a cette histoire tu commentais sur l'immigration tout à l'heure, oui, là, sur ces patrons qui nous disent qu'il n'y aura plus personne pour travailler. Oui. Vraiment, le plus mauvais argument en faveur d'une immigration toujours plus forte, parce qu'il est démontré faux, c'est que ça va nous aider à combler la pénurie de main-d'œuvre. On a de plus en plus d'immigration, puis on a de plus en plus de pénurie de main-d'œuvre. C'est ça, puis on revient tout le temps avec ça comme une auto-tamponneuse qui rentre dans le même mur. Ça ne marche pas pour plein de raisons, notamment du fait que en amenant ici un certain nombre de nouveaux arrivants, ces gens-là, oui, ils travaillent, mais ils consomment aussi des services et puis des produits, puis ils ont besoin, ils vont à l'école, Alors finalement, c'est une espèce de roue. Médecins, d'infirmières, exactement. De personnes... Alors, ils créent de la demande aussi, donc ils créent du besoin encore pour de nouveaux emplois. Alors, ça ne fonctionne pas, cet argument-là. Je ne peux plus l'entendre. Après, que des commerçants aient besoin de main-d'œuvre, on comprend ça. Oui, c'est leur carré de sable qui fassent valoir leurs idées, mais qui ne viennent pas nous brasser des bonhommes, des épouvantails, puis le bonhomme 7 heures, il n'y aura plus de monde pour travailler. Et puis, dernièrement, si vraiment c'est pour occuper des emplois dont on dit que nous, les natifs, on ne veut pas les occuper parce qu'on fait la fine bouche, mais peut-être que dans certains cas aussi, c'est parce que le modèle d'affaires n'est pas bon. Là. Peut-être que tu pourrais t'organiser pour un peu mieux payer tes gens en fonctionnant autrement aussi. Là. Ça se peut.
Il te reste une petite minute. Sur Rouba Ghazal, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, cette sortie très maladroite où elle expliquait grosso modo que si ça va pas bien pour la gauche et l'ultra-gauche, et notamment celle de Québec solidaire, ben c'est un peu dans le fond parce que on est un peu niaiseux, puis eux nous parlent en termes un peu trop compliqués. Hein? Elle a dit, il faut simplifier. Nous, on est des intellectuels, on est dans les concepts. C'est pas des intellectuels, là, Québec solidaire, c'est des militants. Ils ont le droit de militer. Il faut redescendre sur terre avec ça. Mais ce qui a retenu beaucoup mon attention dans son propos, c'est cette proposition. Elle la ramène souvent sur la contraception qui devrait être payée par l'État désormais dans un esprit féministe, parce que c'est beaucoup à la charge des femmes. Alors... Et comme quoi aussi qu'on pourrait faire des économies aussi, parce qu'au fond, si par exemple, il y a des femmes qui ont des grossesses non planifiées, tout ça, puis que ça se retrouve que, bon, elles doivent procéder, par exemple, à un avortement, ou elles décident de garder puis d'avoir un enfant, mais là, elles ne le souhaitaient pas au départ. Ça peut amener même des grossesses plus complexes, plus compliquées, des soins aussi plus importants pour la santé aussi. Donc, il y avait ça aussi en ligne de compte. En effet, et quel argument froid et clinique un peu tout de même à mon point de vue, mais là où je voulais en venir, c'est que d'accord, là, c'est une position qui se défend, mais je trouve ça curieux de marteler des propositions comme celle-là, alors qu'on lisait là, que le RQAP, hein, le régime de congés parentaux du Québec, fait des surplus parce qu'on fait pas assez d'enfants, au fond. Alors là, ils vont d'ailleurs baisser les cotisations. On a appris ça ces derniers jours, là, de 8 %, je crois. On va cotiser moins à ce régime-là parce qu'il n'y a pas assez de parents qui veulent s'en prévaloir. On fait des propositions comme celle-là alors que notre taux de fécondité est famélique. Ça, c'est pas un problème québécois, c'est occidental, voire mondial, à vrai dire. Puis on fait des propositions comme celle-là alors que de l'autre côté de la bouche, dans le cas de Québec solidaire, on appelle à toujours plus d'immigration, hein, beaucoup d'immigration, sachant fort bien que certaines des cohortes immigrantes, pas toutes, pas les européennes, mais Afrique subsaharienne ou Moyen-Orient, ces gens-là font plus d'enfants que nous lorsqu'ils arrivent ici. Il me semble qu'on a un débat, une discussion à avoir sur la natalité puis la fécondité puis notre rapport à la parentalité. Un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que tu peux avoir sur la question de la contraception, mais tu peux aussi avoir des politiques familiales. Prend beaucoup de place et l'autre pas beaucoup, je dirais, dans les débats ça, tu as raison. En fait, il y en a un qui est tabou parce qu'on a peur qu'on va vouloir ramener les femmes à la maison et ainsi de suite. En fait, c'est pas ça, là. C'est-à-dire que il ne faudrait pas que ça soit ça, non? Ben non. C'est un peu dommage. Je trouve que ça dit quelque chose sur nous comme société, le fait que la contraception soit une valeur cardinale, hein, quelque chose d'extrêmement... Peut-être pour Québec solidaire. Là, pour Québec solidaire, mais il y a tout de même une part appréciable du mouvement féministe plus large et même de la société, disons, du peuple de gauche, on va dire comme ça, qui est plus nombreux que seulement les militants et les électeurs de Québec solidaire qui pensent en ces termes-là aussi. Fort bien. Moi, j'en suis. Mais peut-être qu'on pourrait se demander comment ça se fait qu'on ne veut plus faire d'enfants puis qu'on s'en remet à une immigration massive en essayant de se faire croire, par ailleurs, qu'il n'y aura pas de conséquences à ça. Oui, bien, ce sera un prochain débat, mon cher Nick Payne. À demain, quand tu veux. On pourra certainement en rediscuter. Nick Payne, merci beaucoup. Merci. À demain. À plus.